Stéphane Tremblay qui s'installe aux commandes du 1037. Vous savez, il y a des sujets plus délicats que d'autres à parler. Malheureusement, il y a encore des sujets tabous. Et là, on va parler d'inceste. Et malheureusement, ça concerne beaucoup de jeunes filles qui sont devenues des jeunes femmes et qui vivent encore avec ce profond et douloureux souvenir. Eh bien, on va parler avec une dame aujourd'hui qui est âgée de 34 ans, mais qui, à l'époque, à son adolescence, a été victime d'inceste à l'âge de 14 ans. Et pour le biais de l'émission, on va lui donner un nom fictif. C'est Caroline. Caroline, merci d'être là. Merci à vous de vouloir m'entendre aujourd'hui. Caroline, 14 ans, tu vis tes premiers moments d'inceste et là, ta mère est un peu complice. Raconte-moi. Pas un peu. Elle est complice directement avec son ex-mari, donc qui m'envoie en fait simplement dans le lit conjugal à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans un premier temps, moi, je ressens pas du tout aucune envie d'aller me coucher auprès de mon ex-beau-père. Je le nomme à ma mère, mais elle fait tout simplement fi de ce que je peux lui dire, en fait, et elle s'en va se coucher donc dans ma chambre, et moi, je dors dans le lit conjugal. Dormir est un grand mot? Dormir est un grand mot, je n'ai pas fermé l'œil, non, tu fais bien de le mentionner. Exactement. Et qu'est-ce qui arrive du côté de ton beau-père, ton ex-beau-père? C'est ça. Moi, n'étant pas capable de fermer les yeux, craignant à ce moment-là, en réalité, parce que ça se prévoit avec les années qui ont précédé, simplement dans la manipulation, ou ne serait-ce que l'emprise qu'il avait sur ma mère, sur moi. Donc, il s'en vient me rejoindre, il se couche. Puis je pourrais pas dire dans un laps de temps de combien d'heures, de minutes, je ne sais pas. Mais là, il a commencé à vouloir me toucher dans un premier temps. Puis ensuite, moi, je me suis levée du lit. Et tout compte fait, j'ai pas été capable de juste partir. Je suis restée et je suis retournée dans ce même lit. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, monsieur accomplit sa tâche tout à fait comme si c'était ma mère qui était à ma place. Est-ce qu'il y a eu pénétration complète? Oui. Est-ce qu'il s'est protégé? Oui, pour pas laisser du ADN ou quelconque trace qui pouvait provenir de l'acte en lui-même. Oui, tout à fait. Ta réaction? Le lendemain matin, aussitôt que je me suis réveillée, je suis allée voir ma mère qui est en train de faire la vaisselle dans la cuisine. Je lui ai nommé et elle a continué de faire la vaisselle dans la cuisine. Fait qu'après ça, à ce moment-là, ma réaction a été de rester toute seule avec tout ça, là. Les jours qui suivent, les semaines qui passent, qu'est-ce qui arrive? Je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais j'ai juste poursuivi le cours de mon adolescence, finalement, sans jamais... je voulais pas déranger, je voulais pas je voulais pas qu'on me remarque. J'étais contente d'aller à l'école parce qu'il me permettait de pas être à la maison. Je voulais vraiment juste effacer, comme être effacée moi-même, en fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres agressions? Oui. Oui, jusqu'à temps que je parte du domicile familial et que je porte plainte. Donc, j'avais 16-17 ans. Donc, pendant 2 ans, est-ce qu'à quelque part, j'exagère si je dis que tu es devenue une esclave sexuelle? Ah non, tu n'exagères pas du tout. C'est réellement ça. Il faut pas avoir peur de le nommer. C'est exactement ce que tu viens de dire. J'ai joué le rôle de ma mère parce qu'elle ne voulait tout simplement pas endosser cette tâche-là dans leur couple, en fait, là. Parce que ta mère ne donnait plus de sexualité à ton ex-beau-père. C'est ça. Et pour ne pas le perdre, tu devais prendre la place. Mais pour le perdre, je pense que ma mère avait aussi était aussi sous l'emprise également. On a tous des antécédents. Je pense que ça part de loin dans la famille, tout ça, et que ma mère n'a pas pu protéger ni elle, ni ses enfants, ni... les situations sont arrivées parce qu'elle l'a laissé faire par peur, probablement, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas coupable et complice, par exemple. Est-ce que je sens un peu d'empathie de toi envers ta mère? Bien sûr, c'est ma mère. Et je suis maman aussi à mon tour, alors je peux... il y a bien des choses qu'on comprend maintenant j'ai pas le choix de vivre avec aujourd'hui, de le voir en pleine face, en fait.
peut-être que je suis mauvais parent, mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment tu peux avoir de l'empathie pour la personne qui t'a jeté dans les mains du diable. Parce que j'ai vu ma mère souffrir aussi. J'ai vu ma mère se taire. J'ai vu ma mère encore dans le déni aujourd'hui. Puis si on est dans le déni, c'est parce que on veut pas accepter ni voir ce qui s'est passé avant. Ma mère, je pense que dans ma famille, personne l'a eu vraiment facile. Ma mère en fait partie. Si c'est des traumatismes qu'elle n'a pas su guérir et qu'elle a transmis et que ce soit à moi. Ton père biologique, lui, est-ce que tu lui racontes un jour comment ça se passe? Oui, je lui raconte un jour, effectivement, on a eu 10 ans pour se connaître, mon père et moi, puis oui, je lui ai tout dit, ou presque, je pense. Sa réaction? Mon père, c'était difficile d'avoir mon père a toujours été quelqu'un de très discret, et comme on ne s'est pas réellement connu, si ce n'est que 10 ans de nos vies, oui, il a été sous le choc, et surtout, je pense que ce qui le plus anéanti, c'est de ne pas avoir pu protéger sa fille. En fait, mon père a été anéanti de ne pas avoir joué son rôle de père. Et là, par la suite, toi, tu deviens maman. Ouais. Et là, tu décides de briser le silence il y a à peu près 6 ans de ça. Exact. Oui, exactement. Et là, tu t'embarques dans une saga judiciaire qui est extrêmement difficile pour dénoncer. Oui, c'est sûr que déjà les portes se ferment. Même si on ne prononce pas le mot inceste, c'est comme ça dans la vie, on sort de chez nous, puis on dirait que c'est comme un... Personne n'y pense, personne ne le voit, personne ne l'entend, mais il est déjà là, que ce soit en étant dans l'autobus avec une dizaine de personnes. Il y en a peut-être une, deux là-dedans qui en ont vécu. C'est évident dans nos classes, nos enfants qui vont à l'école. Une classe, je sais pas moi, de 15 élèves, il y a déjà des enfants qui en vivent là-dedans. Moi, c'est surtout ça que je veux mettre en lumière. En fait, c'est juste, il est temps que ça s'arrête, pour de vrai. Est-ce que des années plus tard, tu as reparlé à ta mère? Bien sûr qu'on se reparle. En fait, on ne s'est jamais pas parlé. On a toujours eu un lien, plus ou moins bienveillant ou peu importe. Mais ma mère, c'est ma mère. J'ai plus mon père aujourd'hui, j'ai ma fille. Qui a besoin d'avoir sa mamie, ça, c'est deux choses différentes. Tant et aussi longtemps que je vais juger que la relation entre ma fille et ma mère est tout à fait correcte, dans mon sens, j'ai pas de raison de priver l'une et l'autre de cet amour-là, en fait. Est-ce qu'à quelque part, elle te dit regretter? Ah, elle voit pas ça. Elle ne le voit pas. L'autruche, c'est ça depuis sûrement bien avant de m'avoir comme enfant. Et également aussi de ne pas reconnaître un peu sa culpabilité, entre guillemets, ça doit faire mal là, si on est la fille? En réalité, ma mère se sent coupable de pas avoir donné peut-être ce qu'il fallait au moment où il le fallait. La preuve, c'est qu'elle met cette culpabilité-là, sur l'amour qu'elle peut avoir envers sa petite fille, envers ma fille. Moi, c'est suffisant pour moi. Je pense que j'ai fait le deuil de la mère maternelle et maternante dès le premier jour où elle a continué de faire sa vaisselle, en fait. Et quand tu as eu ta fille, aujourd'hui, elle a 7 ans, tu dois être extrêmement prudente. Même à la limite, tu dois être mère poule pour ta fille. Pas du tout. C'est ça qui est le plus... oui, je suis maman poule, mais ma fille est consciente d'une façon inconsciente, j'ai envie de dire, de ce que maman aurait pu vivre, parce qu'elle le voit dans mes réactions, elle voit bien que maman a eu quelque chose un jour, et puis on se parle vraiment beaucoup. Puis j'ai pas peur de lui nommer les choses, tout comme elle a pas peur de poser des questions. Fait que non, je suis pas plus prudente, au contraire. Je veux dire, j'ai toujours un œil sur elle, mais je veux qu'elle fasse ses expériences, puis je veux pas y briser une barrière. Tes relations intimes, personnelles sont affectées? Oui, ça reste et demeure affecté dans tous les sens. Oui, c'est sûr. Et ton copain actuel, tu as expliqué, il a réussi à comprendre, ça te met des breaks, je présume, à certains endroits? C'est surtout au niveau... Oui, effectivement, ça met des breaks, mais pas tant dans la sexualité en tant que telle, c'est plus dans le côté émotionnel que ça devient difficile de conjuguer avec les deux dans mon intimité. Et à partir de là, tu décides de vraiment vouloir être indemnisé et avec raison parce que c'est venu affecter le reste de ton adolescence et même ta vie adulte au début. Raconte-moi comment tu expliques que tu en as payé le prix.
Mais j'en paie le prix tout simplement parce que si je suis le cours de mon expérience, de mon vécu du jour 1 où j'ai dénoncé en justice, donc devant un policier où j'ai fait une plainte, ma plainte a été reçue, etc., de ce jour-là jusqu'à 34 ans aujourd'hui, j'ai tout ce qui j'ai tout ce qui prouve que oui, j'ai forcément et j'ai des traumatismes, j'ai plein de problèmes, ne serait-ce que gynécologiques par rapport à ça. Si on parle de ça, c'est bien avant d'avoir ma fille, là. Mais dans le dossier médical en tant que tel, dans le dossier juridique en tant que tel, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de liens qui se font, alors que tout est là, en fait. Il suffit juste de faire un seul lien, puis on retrace toute mon histoire. Mais malheureusement, ça s'appelle l'errance médicale et c'est pas vu. C'est pas pris en compte. Et ta plainte n'a pas été retenue, manque de preuves? Exactement. Manque de preuves, mais pourtant, tu es la preuve vivante que c'est arrivé. La réaction quand on sait qu'on l'a vécu, on sait que de l'autre côté, on nous croit pas. Exact. Ben, en fait, j'ai pas eu cette réaction-là lorsque j'ai reçu la réponse du tribunal, en réalité, parce que j'étais jeune, j'étais toute seule, et on m'expliquait dans cette tête-là que je devais payer tant pour avoir un avocat, puis fait que moi, j'ai juste, excusez l'expression, eu la chienne. J'ai fermé ça, j'ai mis ça dans un tiroir. Jusqu'à il y a 6 ans en arrière. Et là, je comprends l'ampleur de... c'est ça, être tout seul et avoir encore un nom, c'est exactement ça que ça donne, c'est on enfouit, on cache. Et là, quand on veut déterrer ça, c'est difficile de retrouver des preuves? Non, j'ai tout, j'ai vraiment tout. Et je suis la première qui va aller demander toutes les demandes d'archives. Mon accès à l'information qui est très important. J'ai tout, j'ai vraiment tout. Pourquoi, selon toi, ça aboutit pas? Parce que j'ai peut-être pas la bonne manière de nommer les choses, j'ai peut-être pas la bonne façon d'approcher non plus avec ça. Je peux comprendre que c'est un sujet qui est tabou, fait qu'aussitôt que puis c'est pas écrit dans mon front, aussitôt que je le nomme, on ne sait plus quoi faire de moi-même. C'est comme mon Dieu, elle a vécu ça, mais pour toi, pauvre petite, mais là aujourd'hui, il faut que tu passes à autre chose. Moi, c'est juste ça que j'entends. Faut que tu passes à autre chose. Faut pas que tu reviennes en arrière. Faut pas que. Oui, mais facile à dire. Et c'est un peu pour ça qu'on t'a même diagnostiqué un trouble limite de la personnalité. Oui, exactement. Au lieu d'aller voir et peut-être que c'est un diagnostic que je suis pas médecin, mais ce n'est pas le fait principal qui définit mes difficultés aujourd'hui et que j'ai depuis toujours en fait. Les traumatismes, l'anxiété, la dépression, la tentative de suicide, etc., etc. Mes demandes auprès de psychiatres pour faire un IRM, c'est rejeté aussi. Bon, ça, je pense pas que c'est soit lié à un diagnostic de TPL. Également, j'ai vu les nombreux vidéos que tu publies pour essayer d'avoir justice. Tu parles entre autres d'un silence du déni, un silence qui emprisonne, un silence qui protège et un silence de la défense. Absolument. Comment tu expliques ça? On est tout seul, tout simplement. Le silence va nous protéger au moment où on est enfant ou ado, ou peu importe, et on décide donc de ne pas nommer ce qui nous arrive par crainte, par peur. La réalité, c'est qu'on est vraiment tout seul. Dès le moment où un enfant vit ça, devient tout seul. C'est pour ça, pour le restant de sa vie, malheureusement. Parce que personne n'est apte à voir, personne n'est apte à défendre pour l'enfant. Moi, personne ne m'a défendu enfant, puis personne ne me défend aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est ma petite fille intérieure qui crie ça encore. Même les médias, tu les montres du doigt pour le silence. Et toi, pourquoi tu reproches aux médias? Qu'est-ce que tu reproches aux médias? Je reproche aux médias. Aux médias, je reproche pas grand-chose. Je comprends qu'ils veulent peut-être passer à côté de moi parce que le sujet est vraiment trop tabou et ils dénoncent tout ce qu'il y a à dénoncer, que ce soit la politique, la justice, l'éducation, justement le côté médical, le côté santé mentale. Toutes ces sphères-là sont fortement touchées et atteintes par l'info. Alors, aller mettre un pied là-dedans, c'est très difficile de vouloir aller gratter les bobos de tout le monde, là, dans toutes les sphères. Qu'est-ce que tu viens de recevoir comme réponse du gouvernement? Un refus à une demande d'invalidité. Ça signifie quoi pour toi?
Ça signifie simplement qu'encore une fois, il est voyant avec ma demande de mon accès à l'information, l'expertise médicale qui a été faite donc par un médecin de Retraite Québec, versus mon médecin de famille qui me suit depuis 2014 et qui connaît mon dossier. Je vois bien qu'on retient que ce qui est bon à retenir et qu'on laisse de côté ce que personne ne veut savoir. Parce que tu travailles fort dans ce dossier-là, Oui. Caroline. Toi-même, tu fais énormément de recherches. Avant de diffuser quoi que ce soit, tu as été vérifié, contre-vérifié, même Absolument. les aspects de la loi, là. Oui, mais ça, c'est mon... malheureusement, en fait, j'apprends vraiment beaucoup de choses là-dedans et ça me permet d'avancer et de grandir. Mais quand, dès le moment où la justice me dit non, que j'ai pas compris tout de suite que ça allait s'arrêter là et quand je suis tombée enceinte, etc., je me suis dit non, mais on peut pas, même la justice passe à côté de ça. Il y a des lois qui sont faites pour ça. Pourquoi est-ce qu'on me croit pas? Fait que oui, je vais aller comprendre pourquoi est-ce que moi, je me fais dire non. Et pourquoi est-ce que lui, dans le fond, on le laisse encore bien en liberté, qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est les autres enfants aussi, les autres parents. C'est toute une société. Là. Est-ce que tu penses qu'il a fait d'autres victimes? Oui, assurément qu'il y en a fait d'autres. J'en connais une autre aussi. Et ensemble, vous n'avez pas essayé de vous mettre tous les deux? Et dans tous les cas, pour pas entacher le dossier de l'une et le dossier de l'autre, il fallait pas qu'on se communique quoi que ce soit. C'était une ancienne amie à moi, en fait. D'autant plus que l'histoire était un peu... La justice a surtout vu une deuxième qui s'en vient porter plainte pour soutenir la première. Avec le refus que tu viens de recevoir, quelles sont tes prochaines démarches? Une demande de révision pour le dossier parce que j'ai toujours besoin d'aller mettre en surligneur jaune ce qui est écrit noir sur blanc et ce qui est pas pris en compte et ce qui est important. Également, je travaille très fort pour remonter tout un dossier pour vraiment essayer de faire reconnaître ce qui est la vie d'une personne qui a été abusée, insultée, violée, peu importe, parce que personne n'en parle de ça. Qu'est-ce que je vis, moi, à tous les jours face au collectif? Bon, parce que c'est une part des araignées folles. Je te donne un exemple tout con comme ça, là, mais ça a une signification, tout ça. Si j'ai autant peur de l'araignée, c'est ça a une signification profonde par rapport au maternel. C'est un exemple. Le côté médical, j'ai vraiment des mots quotidiens à tous les jours qui touchent la sphère gynécologique. Et ça, c'est parce que j'ai été abusée sur un laps de temps souvent. Mais ça, personne ne le reconnaît. Fait que moi, je veux vraiment démontrer tout ça pour qu'on puisse entendre la parole s'il y a une dénonciation, qu'on puisse faire des liens là où il y en a à faire au lieu qu'on occulte tout. C'est pas mal les prochaines... mon travail, en fait. C'est ce que j'appelle mon travail. C'est le travail de ma vie. Et quelle est la différence si on t'accorde cette indemnité pour ta vie, pour la vie de ta fille? Le stress que le monde... c'est simplement une sécurité, en fait, où je peux me dire, bon, là, j'ai moi à penser, j'ai ma fille à penser, j'ai pas ce stresseur d'argent, de travail qui occupe toute ma sphère et qui me disent, mais oui, mais c'est ça de ta vie, tu seras peut-être jamais payé, justement, puis là, tu vas manquer d'argent pour subvenir aux besoins de ma fille, mais c'est pas ça que je veux non plus, là. Mais effectivement, c'est un stresseur social énorme. Que de me dire, bon, là, je peux penser à moi, me soigner, me guérir, au lieu de penser à aller travailler pendant 40 heures semaine, puis juste pas être capable de rien travailler sur moi, en fait. Et tu n'es pas capable non plus, physiquement et mentalement, de retourner au travail? Absolument pas. Et je voulais pas le voir. En fait, ça a pris 1 an là, que mon médecin de famille m'a travaillé tout doucement à chacun des rendez-vous pour vraiment me faire dire finalement, non, mais ta demande d'invalidité, je te conseille, et c'est légitime, puis on va aller la faire. Ça fait des années que c'est comme ça, et pire depuis que je suis tombée enceinte. Caroline, merci beaucoup et bonne chance. Merci à vous. Merci Stéphane.